Nous n'avons pas tous la même taille, le même poids, ni le même cerveau. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des minces, des gros, des idiots et des génies. Il y a une diversité entre individus. Cette diversité entre individus se mesure. On appelle ça la variance. Fait étonnant, cette variance serait plus grande chez l'homme que chez la femme. Darwin remarquait déjà cela sans se voir vraiment les appliquer. Aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins deux raisons. 1. Les chromosomes. Les hommes ont un grand X et un petit Y. Donc quand ils ont un mauvais gène sur le X, il n'est pas compensé par le Y, qui est tout petit. Alors que les femmes, elles, quand elles ont un mauvais gène sur le X, il est souvent compensé par un bon gène sur l'autre X. Deuxième hypothèse, la sélection sexuelle. Pendant le Paléolithique, c'est-à-dire 99% de l'histoire de l'humanité, seuls 20% des hommes transmettaient leur gène, alors que 80% des femmes le pouvaient. Cette sélection des femmes encouragerait les hommes à prendre, d'une certaine manière, plus de risques sur le plan génétique. Voilà, ça, c'est le résumé de tout ce qui va être dit dans la suite de ce podcast. Pour les moins curieux, vous pouvez déjà retenir tout ce que je viens de dire. Pour les autres, vous pouvez rester car je vais désormais rentrer dans le détail de chaque point évoqué. Cela nous amènera à parler du vivant, son ensemble. La reproduction des oiseaux jacanas, où c'est le mâle qui sélectionne, les espèces où c'est la femelle qui a deux chromosomes différents, le modèle mathématique derrière l'affirmation de la sélection sexuelle engendre la diversité de l'autre, la méthode utilisée pour affirmer que ce sont bien les chromosomes qui créent cette variance, nous allons voir tout ça. Reprenons depuis Darwin. En effet, dans son livre The Descent of Man and Selection in Relation to Sex en 1871, il écrit « Comme chez tous les animaux, l'homme, le mâle, semble être plus variable dans sa structure que la femme. Et comme nous allons le voir, ces variations se manifestent à bien des égards importants. » Il cite notamment la taille, les caractères secondaires sexuels, comme la voix, la pilosité, la force, mais aussi, moins consensuels, les capacités mentales. On ne parle pas de QI à l'époque, c'est une simple observation de l'occurrence des troubles mentaux et de ce qu'il appelle les génies chez chacun des sexes. Mais tout ça, c'est plus une intuition qu'un résultat. Il remarque ça par ses observations personnelles faites lors de ses voyages, ainsi que ses échanges avec d'autres naturalistes et médecins. C'est seulement avec l'un des fondateurs de la statistique moderne, Carl Pearson, 20 ans plus tard, qu'une vraie approche quantitative va confirmer ce résultat, et ce sur un nombre important de caractéristiques. Taille, poids, périmètre thoracique, taille du crâne, longueur des bras, acuité visuelle, force musculaire. L'homme est plus variable que la femme dans l'intégralité de ses caractéristiques. Mais tout cela n'est qu'un constat, il n'y a pas d'explication, ce ne sont que des intuitions. Darwin penchait déjà pour l'hypothèse de la sélection sexuelle, tandis que Pearson, lui, penchait plutôt pour une explication liée à la transmission héréditaire des traits, sans pouvoir l'expliquer beaucoup plus. Et oui, car pour rappel, le mot « gène » n'est apparu que en 1909, 20 ans plus tard, et l'ADN et son rôle dans l'hérédité qu'en 1944. Aujourd'hui, 130 ans plus tard, on a des réponses bien plus précises et surtout démontrées. Résultat, je vous la fais courte, leurs deux intuitions étaient bonnes. Les deux principales explications modernes sont l'hypothèse chromosomique et l'hypothèse de sélection sexuelle. Alors, rentrons dans le détail de ces deux hypothèses. Hypothèse chromosomique. Comme on le sait tous, les hommes n'ont pas les mêmes chromosomes que les femmes. Ils ont un X et un Y au lieu d'avoir un X et un X. Et le Y est 3 fois plus petit que le X. Il comporte presque 6 fois moins de gènes que le X. C'est comme si les hommes avaient 2 livres de cuisine, un gros volume, le X, et un autre tout petit d'à peine une page. Le X, s'il y a une erreur dans la recette gros volume, il ne peut pas revérifier avec un deuxième gros volume. A l'inverse, s'il y a, par erreur, un super ajout d'ingrédients dans le livre, par exemple de la bière dans des crêpes, super idée, il ne sera pas contredit par le deuxième volume plus classique. Il prend plus de risques. Les femmes, elles, auraient 2 gros livres de cuisine. Les erreurs seraient donc plus souvent annulées, mais les bons ajouts également.
adieu la bière dans les crêpes. Alors ça, c'est la théorie, qui a l'air logique, mais comment le prouver en pratique? C'est là que je dois vous parler de la démarche géniale du chercheur nommé Klaus Heil. Chercheur en biologie évolutionniste, il y a quelque chose qu'il sait bien. Il ne peut pas se contenter que de regarder chez l'homme, conclure sur l'effet de nos chromosomes. Car après tout, l'intégralité du vivant sexué possède des chromosomes. Donc, si les chromosomes ont une influence, on devrait l'observer chez toutes les espèces, cette différence de variance. Il sait aussi que ce n'est pas tout le temps le mâle qui a deux chromosomes différents, qui est hétérogamétique. Et oui, chez les oiseaux, les papillons et certains reptiles, c'est la femelle qui a deux chromosomes différents, qui est hétérogamétique. On dit qu'ils n'ont pas un système XY, mais un système ZW. Tout ça va lui donner l'idée suivante. Regardez sur le maximum d'espèces différentes XY et ZW et va choisir la taille. Car c'est quelque chose qu'on peut mesurer chez chaque espèce très facilement. Et qui dit facile, dit qu'il y a beaucoup de données disponibles. Il va essayer d'avoir autant d'espèces XY que d'espèces ZW. Pour réunir des données de taille, il va lire des milliers de papiers. Ce faisant, il va réunir des données sur plus de 385 espèces différentes. Mais attention, Reynolds, la taille chez les individus peut énormément varier selon l'âge ou la consommation de nourriture. Par exemple, chez la mouche drosophile, une larve bien nourrie donnera une mouche jusqu'à 3 fois plus grande que celle mal nourrie. Il va donc également s'assurer, chaque set de données, qu'il soit contrôlé par âge et consommation de nourriture. Un véritable travail de fourmi. Et qu'il va achever avec brio en 2013. Et bingo, le sexe hétérogamique a une variance moyenne plus forte que celui homogamique. 80% des espèces XY ont plus de variance de taille chez les mâles et 78% des espèces ZW ont plus de variance de taille chez les femelles. C'est donc bien une confirmation solide de l'hypothèse chromosomique. Parlons maintenant de l'hypothèse de sélection sexuelle, l'intuition de Darwin. Alors, l'idée est simple. Imaginons une espèce où les femelles ne veulent que des mâles qui fassent au moins 1 mètre, alors que la moyenne des mâles fait 80 cm. On sait déjà tous que les mâles ne pourront pas tous se reproduire. Mais on sait aussi qu'un groupe qui n'a aucune variance, où ils font tous 80 cm, disparaîtra, car aucun ne cochera la case des 1 mètre. Seuls les groupes avec un minimum de variance, de diversité, aura des mâles suffisamment grands pour cocher les critères des femelles. Il y a intuitivement bien un lien entre sélectivité et variance des individus. D'ailleurs, petit aparté, contrairement à ce que pensait Darwin, ce n'est pas tout le temps la femelle qui sélectionne. Chez certaines espèces, c'est le mâle qui sélectionne et la femelle qui fait la cour, comme les hippocampes, les grenouilles Rhacophorus ou les jacanas. Toutes ces espèces ont un point commun. C'est le mâle qui s'investit le plus dans l'éducation des petits. C'est l'hippocampe mâle qui porte la grossesse poche ventrale. C'est la grenouille Rhacophorus mâle qui fait le nid en mousse, qui le protège, quitte à mourir de faim, pour le protéger face aux oiseaux et aux autres mâles. C'est le jacanas mâle qui construit un nid et plusieurs femelles viennent toquer à sa porte. Son dévolu ne se portera que chez la femelle de son choix. Ah oui, les questions que je me suis posées. Vous savez comment le jacanas s'assure que ses œufs sont bien les siens? Facile. Il ne lâche pas la femme d'une plume de la conception à la ponte des œufs, qui ne dure que 24 heures à peine. Puis, c'est le mâle qui s'occupera des œufs dans son nid même jusqu'à l'éclosion. La femelle, elle, n'attendra pas l'éclosion pour aller faire la cour à d'autres mâles. Alors, fin de l'aparté, revenons à l'hypothèse de sélection sexuelle et comment on va la démontrer. C'est une approche originale, car Theodore Hill, n'est pas biologiste à la base, mais un mathématicien, connu pour ses travaux sur la loi de probabilité, notamment sur la loi de Benford, très utilisée pour détecter les fraudes aux élections. Alors, l'article de Hill n'est donc pas une méta-analyse empirique comme celle de Reinhold, mais un travail théorique. Il développe et prouve mathématiquement ce qu'il appelle le Selectivity Variability Principle. Dans ses modèles et simulations, Hill montre que si un sexe sélectionne par exemple seulement les 25% les plus désirables du sexe opposé,
la variabilité de ce dernier sexe augmente à chaque génération. À l'inverse, si on sélectionne 75% en plus, la variabilité diminue. Le résultat est neutre. Il ne présuppose pas si c'est le mâle ou la femelle qui est sélectif, ni si l'un ou l'autre est plus variable au départ. Et dans ces exemples numériques, on observe qu'en quelques dizaines de générations, la population soumise à une forte sélection voit sa variance exploser, fois plus que doubler selon les paramètres de départ. Quelques dizaines de générations. Pour rappel, rien que sur les 10 000 dernières années, il y a eu 400 générations. Alors, très bien, la sélectivité induit de la variance, mais l'humanité est-elle sélective? Les femmes ont-elles eu de hauts critères sur les derniers milliers d'années? Quel pourcentage d'hommes et de femmes pouvaient transmettre leurs gènes durant le Paléolithique? Alors, question autrefois impossible à résoudre. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais qui a aujourd'hui une réponse très précise donnée par l'analyse de notre génome. Comment? C'est assez simple. Tout le monde a appris au lycée que nos gènes étaient un mélange équilibré provenant à la fois de notre mère et de notre père. Mais il y a deux exceptions. Première, c'est le chromosome Y, qui ne peut être transmis que par l'homme. La deuxième, c'est l'ADN de nos mitochondries. L'usine à énergie de toutes nos cellules a son propre ADN. Et la première mitochondrie d'un être humain, mâle ou femelle, est déjà existante dans l'ovule, avant même fécondation. Une fois qu'on sait cela, on n'a plus qu'à comparer la diversité de ces deux ADN. Et, résultat assez incroyable, l'ADN purement féminin, celui des mitochondries, est 4 à 20 fois plus divers que celui des hommes, celui du chromosome Y. En combinant ça avec test de mutation, on estime que sur les 100 000 dernières années, jusqu'au début de l'agriculture en 10 000, 80% des femmes auraient transmis leur gène, contre seulement 20% pour les hommes. L'humanité a donc évolué dans un contexte de sélection bien plus fort que dans celui de nos sociétés modernes. D'ailleurs, je me permets de faire une petite aparté sur cette méthode d'analyse des génomes des chromosomes Y et de l'ADN mitochondrial. Car franchement, c'est du génie. C'est grâce à cette approche qu'on a pu prouver l'invasion des Indo-Européens vers moins 3000 de tout le continent européen, malgré une absence de traces écrites. En effet, quasiment tous les Européens mâles ont un ensemble de mutations, qu'on appelle haplogroupes, mais qu'importe, nommés R1b, sur leur chromosome Y. Et en regardant l'ADN des fossiles humains et en les datant, on constate que cette mutation n'était présente qu'au nord de la mer Noire avant moins 3000. Et que dès moins 2800, moins 2500, elle était présente quasiment partout, chez tous les mâles dans les fossiles européens. La seule explication possible à cette donnée est une invasion et un remplacement, une domination forte des mâles du nord de la mer Noire envers le mâle proto-européen. Alors attention, par invasion, il faut nuancer le terme. Il ne s'agit pas d'une invasion au sens moderne, comme celle de la Russie sur l'Ukraine et qui, en 10 ans, peut dominer tout son territoire, mais d'un processus progressif, s'étalant sur plusieurs générations, marqué non pas par un génocide, mais par une domination sociale forte qui peu à peu entraîne la disparition des lignées paternelles proto-européennes. Alors, je continue cet aparté, car j'adore ce sujet. Avec cette méthode, on peut identifier également des lignées mâles et des lignées femelles et les compter. Autrement dit, on peut regarder pour une date donnée, par exemple moins 50 000, de combien de mâles l'humanité actuelle descend, et pareil pour les femelles. Résultat, vers moins 50 000, il n'y a environ que 10 à 20 lignées paternelles fondatrices qui ont laissé une descendance jusqu'à aujourd'hui, et environ 100 à 200 lignées maternelles fondatrices, soit 10 fois plus. Alors pour finir de cet aparté, petite devinette en 2 questions. Première question est: qui est l'homme qui a le plus répandu ses gènes? L'homme cultivé répondra Genghis Khan, qui est connu pour avoir, lui et ses descendants mâles, eu un nombre particulièrement grand d'enfants.
tellement qu'on estime qu'un homme sur 200 aujourd'hui a le même chromosome Y que Jenny. La deuxième question est, qui est la femme qui a le plus transmis ces gènes? Et bien, facile, c'est la mère de Gengis Khan. Alors, pardon pour toutes ces apartés, revenons à nos moutons. Nous avions présenté 2 hypothèses sur l'origine de la différence de variance, les chromosomes et la sélectivité. Mais qui a raison? Les deux ne sont-elles pas contradictoires? En fait, non. Les deux sont vrais. L'une n'est pas contradictoire avec l'autre. Avoir 2 chromosomes différents et avoir une sélection sexuelle plus ou moins forte, ce sont 2 variables indépendantes. Les deux favorisent la variabilité. Indépendant, ça veut dire que toutes les combinaisons existent. Des espèces avec des chromosomes XY, où la femelle est très sélective, comme le pan, des espèces avec des chromosomes XY et où le mâle est très sélectif, comme l'hippocampe, des espèces avec des chromosomes ZW, où la femelle est très sélective, comme la poule, et enfin, des espèces avec des chromosomes ZW, où le mâle est très sélectif, comme chez les jacanas. Et quid de l'homme alors? Quelle catégorie se trouve-t-il? Est-il vraiment une différence de variance entre hommes et femmes? L'homme est une espèce XY, où la sélection est du côté des femmes. Pour la sélection, c'est beaucoup moins vrai au XXIe siècle. Nous sommes à l'ère de la monogamie. Les deux sexes sont très sélectifs pour se reproduire. Un homme ne fera pas des enfants avec n'importe quelle femme et inversement, dans une certaine mesure. Mais cela a été vrai sur 99% de la timeline depuis l'apparition d'Homo sapiens. Beaucoup plus de femmes transmettaient leurs gènes que les hommes. Il y avait une forte sélection. Et est-ce qu'on observe vraiment une variance? Bien oui, clairement oui, sur la quasi-totalité de ce qui est mesurable chez l'humain, la taille, le poids, le périmètre thoracique, la taille du crâne, la longueur des bras, l'acuité visuelle, et plus controversée sur le QI. En effet, une différence de variance sur le QI est une hypothèse parfois évoquée pour expliquer la surreprésentation des hommes chez les prisonniers, mais aussi chez les prix Nobel, en sciences dures. Cette explication n'est pas consensuelle, car elle revient à dire qu'une partie des différences hommes-femmes sont insurmontables à cause d'un plafond de verre génétique et d'autres explications plus sociologiques, comme culture de la performance poussant les hommes à une prise de risque plus importante, viennent contrecarrer cette explication génétique. Mon avis, qui n'est pas effectivement 100% sûr que la variabilité du QI s'explique par les 2 précédentes hypothèses. Mais sachant que 1. La variance étant présente sur plein de traits de l'être humain qui ne s'expliquent pas par l'hypothèse sociologique. 2. Que cette variance est présente chez plein d'espèces allant de la fourmi au crapaud. 3. On a plusieurs mécanismes évolutifs expliquant cette variance dont l'homme coche toutes les cases, et tout de même censé de dire que c'est l'hypothèse la plus probable. Cependant, précisons tout de même que nous ne parlons ici que d'une différence de variance. Ce n'est même pas une différence de moyenne, et relativement faible, 10% plus. Et c'est un constat global qui ne prédit rien sur les différences individuelles. Une femme pourra, heureusement, toujours aspirer à être prix Nobel de physique, comme Marie Curie, ou mis au cachot, comme Calamity Jane. Et enfin, que ce soit culturel ou génétique, c'est important à avoir en tête. Car cela permettra à nos parents de comprendre pourquoi entre 2 fils, l'un est en échec scolaire et l'autre brille. Pourquoi il est souvent plus facile d'avoir comme enfant des filles que des garçons. À une échelle plus macro, cela peut donner également des clés de lecture sur l'origine des différences sociologiques entre populations. Et puis, et ce sera une phrase de conclusion, c'est tout simplement très intéressant. C'est une excellente porte d'entrée pour comprendre plein de concepts de génétique des populations et de la sélection naturelle, comme ceux que j'ai évoqués précédemment. Merci d'être resté aussi longtemps à m'écouter. Ce podcast vise une production bimensuelle et sera vraiment généraliste. Cela pourra autant parler d'art que d'histoire que d'astrophysique, selon mes humeurs. C'était Sénèque. Au plaisir de vous retrouver bientôt.